En France actuellement, il est un sujet préoccupant qui sont les violences policières. Tellement préoccupant que cette semaine, nous en avons parlé au Parlement européen à l'initiative de la GUE et de la France Insoumise. Il y a un an, dans ce Parlement européen, était votée une résolution contre les violences policières dans l'Union européenne. On voit aujourd'hui partout en Europe les manifestants qui sont malmenés, violentés par les policiers, et je pense particulièrement aux citoyens grecs, aux citoyens belges, roumains, polonais, français et tant d'autres. Malgré les condamnations de l'ONU, des ONG, d'Amnesty International, de la Cour européenne des droits de l'homme, du défenseur des droits de l'homme, eh bien, je voudrais vous rappeler une image que nous avons vue cette semaine, une jeune fille qui est violentée, bousculée par les forces de l'ordre, ou alors des tirs de LBD à bout portant. Notre groupe de la GUE et la délégation France Insoumise demandent donc un débat et une résolution concernant l'interdiction des LBD, l'interdiction des grenades de désencerclement, ainsi que l'interdiction des plaquages ventraux qui sont interdits dans certains pays. Le recours à la force, je le rappelle, doit être proportionné. Et c'est pourquoi, mes chers collègues, puisque nous allons parler de textes sur les libertés fondamentales cette semaine, je vous rappelle que le droit de manifester est une liberté fondamentale que l'Union européenne doit garantir. Merci beaucoup. On voit bien que le discours du gouvernement a changé depuis quelques jours, mais pas que celui du gouvernement. Le journal Le Monde aujourd'hui dénonce les violences policières. Il faut donc continuer à mettre la pression, il faut donc continuer à les filmer, il faut donc continuer à les montrer. Et nous, au Parlement européen, la délégation France Insoumise continuera à dénoncer ces faits. Nous devons déconstruire les mécaniques qui, dans le monde, conduisent aux violations des droits humains et observer que les politiques néolibérales ne peuvent tenir debout qu'adossées à des pratiques autoritaires et en définitive une forme de violence retenue comme mode de gouvernement. Néolibéralisme et autoritarisme marchent ensemble. Ceci est vrai dans le monde, mais ceci est vrai aussi en France, où nous voyons comment le pouvoir actuel brutalise avec férocité les mouvements sociaux, où nous voyons avec une certaine forme de stupeur comment le pouvoir étouffe les mouvements qui pourraient venir contrarier les sombres projets néolibéraux. Aujourd'hui, en France, la mort peut être au rendez-vous pour des manifestants pacifiques, quand les violences policières se multiplient et quand sont utilisées pour le maintien de l'ordre des armes dites de guerre qui sont pourtant interdites dans nombre de pays d'Europe. Aujourd'hui, en France, les droits des justiciables, des syndicalistes, des journalistes reculent et avec eux, les libertés individuelles, pourtant consacrées par notre Constitution et consacrées par la Charte des droits fondamentaux. Tout ceci inquiète et on se demande, de principe en principe attenté, de valeur en valeur niée, d'excès de pouvoir en excès de pouvoir autorisé, quelle France, peu à peu, est en train de se mettre en place. Là, en fait, on va bientôt se réunir à la délégation. Alors, il faut savoir que lors des séances qui ont eu lieu à Strasbourg à peu près une fois par mois, il y a des moments dans la semaine qui sont consacrés au vote. Donc on compile l'ensemble des votes que nous devons produire sur les textes et les amendements qui sont proposés sur ces textes-là. C'est souvent des séances qui sont assez longues, il y a un nombre de votes assez conséquent, important. Des fois c'est plus de 200, 300 votes qui peuvent avoir lieu dans la même journée. Et donc ces votes-là, on se réunit avant pour essayer de vérifier que le travail qu'on a fait les uns les autres de notre côté, de regarder les textes, le contenu, les amendements qui sont proposés, de comment, par rapport aux positions qui sont celles du programme de la France Insoumise, nous devons nous positionner par rapport à ce vote. C'est très important parce que pendant la séance de vote elle-même, vous n'avez pas le temps en réalité de discuter et de dire sur ce sujet, qu'est-ce que tu en penses, peut-être qu'il vaut mieux voter abstention, plutôt voter pour, plutôt voter contre. Vous n'avez pas le temps parce que les votes s'enchaînent en fait à une vitesse très importante avec des votes qui sont à main levée, alors votez là si vous êtes pour, ou si vous êtes contre, ou si vous êtes pour l'abstention, et puis des votes qui sont électroniques avec une petite machine qu'on a devant et qui nous permet de voter, mais ça se fait en quelques secondes. Et donc les votes s'enchaînent à une vitesse telle qu'on n'a pas le temps de discuter juste avant le vote. Donc généralement on essaye d'anticiper au mieux, avant une séance de vote, les différentes positions qu'on va devoir prendre. Voilà à quoi ça sert ces réunions
avant les votes, elles sont très importantes et on essaye de le faire au moins le mercredi et le jeudi, qui sont généralement les 2 journées dans lesquelles il y a le plus de votes et les votes les plus stratégiques et les plus importants. Cette semaine, au Parlement européen à Strasbourg, cette session plénière était encore une fois très chargée. A eu lieu en plénière un débat sur la question du sans-abrisme autour d'un programme qu'on appelle en anglais Housing First. Quand on le traduit en français, c'est le logement d'abord. 700 000 personnes dorment dans la rue en Europe chaque nuit. Par ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui ont un toit sur la tête mais qui risquent de se retrouver à la rue. Face à un parc locatif privé de plus en plus cher, le logement social est une solution. Mais alors quelque chose m'interroge. Comment est-ce possible que, d'un côté, le droit au logement soit mentionné dans le socle européen des droits sociaux, dans la charte des droits fondamentaux, et que d'un autre côté, les États membres qui investissent dans le logement social soient sanctionnés par la Commission européenne sous prétexte qu'ils fausseraient la concurrence du sacro-saint marché? Monsieur le commissaire, le logement n'est pas une marchandise. Si vous êtes d'accord avec moi, bien alors prouvez-le et sortez l'investissement public dans le logement social de la règle des 3%. Il faut réellement proposer un parcours de logement aux personnes qui sont à la rue. L'objectif, c'est qu'elles aient un logement, non pas une place dans un centre d'hébergement, mais bel et bien un logement. Le logement social, le logement public est une solution. C'est une solution parce que d'un côté, il permet si on développe la construction de logements social public, on offre un toit avec des loyers modérés à des gens qui ont des difficultés d'accès au marché privé. Et en plus, ça permet de tirer vers le bas l'ensemble des prix des logements à louer. On sort de 6 mois de présidence finlandaise du Conseil de l'Union européenne. Ça tourne tous les 6 mois la présidence. Là, on a démarré la Croatie, mais il se trouve qu'en Finlande, ils ont réussi à avoir 0 SDF en fait, à plus du tout avoir de SDF, justement en développant cette politique Housing First, le logement d'abord. On a eu de très bons retours des associations qui militent pour le droit au logement, qui se battent contre la crise du logement suite à cette intervention. Et puis on va continuer le travail avec elles, bien évidemment, parce que sur ces questions-là, comme sur d'autres, on agit en lien avec les principaux concernés, avec les acteurs de la société civile qui sont concernés par ces thématiques. Cette semaine, le Parlement européen a été amené à définir sa position sur le Green Deal. Le Green Deal, c'est ce grand plan d'investissement climat qui est censé transformer complètement notre société, nos modes de consommation, nos modes de production pour prendre à bras-le-corps le défi climatique. Et c'est l'enjeu majeur de ces prochaines années ici en Europe. Donc c'est une résolution qui est très importante et sur laquelle j'étais rapporteur pour notre groupe. Après de longues heures de négociations nocturnes, pas mal aussi dans ces négos, parce qu'on a eu quasiment 24 heures pour faire notre résolution commune avec les autres groupes politiques. On a réussi à obtenir quelques victoires comme des objectifs en matière de réduction de pesticides ou alors le fait de mentionner explicitement que les rénovations énergétiques des bâtiments, par exemple, ne devaient pas reposer sur les ménages les plus pauvres. Mais au final, cette résolution, et notamment sous l'influence de la droite, pose quand même un certain nombre de problèmes. D'abord, elle présente le Green Deal comme un outil en faveur de la croissance. Ensuite, sur les questions croissance économique. Ensuite, sur les questions agricoles. Elle dit que la politique agricole commune de l'Union européenne doit être alignée avec le Green Deal sans pour autant demander à la Commission européenne de revoir sa copie sur la politique agricole qui est absolument en faveur de l'agro-industrie. Cette résolution, elle étend aussi le marché carbone au niveau européen, libéralise le marché de l'énergie et surtout, sur les questions économiques, ne remet pas en question le dogme du libre-échange ni de l'austérité budgétaire qui empêche les États d'investir massivement dans la transition écologique. Et donc, au final, ils veulent faire un Green Deal, mais avec les recettes du passé, le tout marché, l'austérité, le libre-échange. Donc nous, on a voulu avoir une vision équilibrée sur cette résolution, en reconnaissant que c'est la première fois que le Parlement européen a une vision
sur les questions écologiques qui incluent l'ensemble des domaines de la société qui doivent être prises en compte quand on traite de la question écologique. Et pour autant, elle ne remet pas suffisamment en question des enjeux qui sont majeurs pour avancer sur la question écologique, comme le libre-échange, les questions économiques, etc., que j'ai mentionnées. Donc on a décidé de s'abstenir sur cette résolution, en posant pour autant des amendements clés pour adresser les différents points que j'ai mentionnés, qui malheureusement ne sont pas passés, parce qu'il semble bien que les vieilles habitudes au Parlement européen persistent. Mais nous, on va continuer à se battre pour un véritable Green New Deal social et écologique. C'est le sens de la résolution que nous avions déposée au nom de notre groupe de la gauche unitaire européenne et de notre contre-projet que nous allons continuer à défendre en Europe comme en France. Ce mercredi, nous avons été appelés à nous prononcer, à voter sur une résolution. C'est un texte européen sur ce qu'on appelle la conférence sur le futur de l'Europe ou l'avenir de l'Europe. Bien évidemment que ça peut être utile de discuter de l'avenir de l'Europe. Je crois qu'on est tous conscients que la construction européenne aujourd'hui, elle est dans une impasse. Mais avant de discuter de l'avenir de l'Europe, il faut d'abord s'interroger sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes dans cette impasse. Et une des raisons centrales, c'est que l'Union européenne s'est construite de plus en plus en s'éloignant des peuples, en s'éloignant de la souveraineté populaire. Et ce texte sur l'avenir de l'Europe, en réalité, n'en parle pas. Ce texte, il prétend que le résultat des dernières élections européennes a démontré le fort soutien et la forte adhésion des citoyens européens vis-à-vis de la construction européenne. Honnêtement, c'est pas notre diagnostic, c'est pas notre analyse. Il y a eu une légère hausse de la participation aux dernières élections européennes. Ça n'enlève pas le fait que tout ça reste des élections dans lesquelles les citoyens s'abstiennent beaucoup. C'est à peu près 1 personne sur 2 qui ne vote pas aux élections européennes. Et puis que ce sont des partis qui sont eurocritiques, qui partout en Europe progressent ces dernières années. Mais surtout, cette conférence, elle a du sens si elle permet de s'attaquer en profondeur à ce qui pose problème aujourd'hui dans la construction européenne. Et ce qui pose problème aujourd'hui dans la construction européenne, c'est ces traités qui régissent le fonctionnement de l'Union européenne, ces traités qui ont un contenu politique. Ils ne se limitent pas à organiser les pouvoirs d'un point de vue institutionnel. Ils comprennent, gravés dans le marbre, des principes économiques comme le principe de la concurrence libre et non faussée, des règles budgétaires, notamment celles sur les 3% qui contraignent à l'austérité budgétaire, des articles entiers qui interdisent le protectionnisme, qui interdisent l'harmonisation sociale ou l'harmonisation fiscale en Europe. Bref, ça, c'est inclus dans les traités. Et donc, si vous voulez discuter du futur, de l'avenir de l'Europe ou de l'Union européenne, pourquoi pas? Mais à partir du moment où on détermine très clairement que l'objectif d'une telle conférence, c'est de changer effectivement ces traités. Or, c'est pas aujourd'hui ce que dit le texte de la résolution. Alors face à ce texte, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, notre délégation de la France Insoumise et notre groupe de la GOE, nous avons proposé un certain nombre d'amendements avec l'objectif de faire en sorte que cette conférence ne soit pas seulement un exercice de communication avec ce qu'on appelle du citizen washing, c'est-à-dire donner le sentiment en réalité qu'on a consulté les citoyennes et les citoyens, mais qu'à la fin c'est la Commission qui, dans son coin, va décider de quelques petites modifications mineures pour donner le sentiment qu'elle a entendu les aspirations citoyennes. Malheureusement, nos amendements ils ont été rejetés. Sans doute le Parlement européen ne se rend-il pas compte en réalité de la défiance qu'il existe entre les citoyens et la construction européenne aujourd'hui. Et donc tous les risques sont là pour que cette conférence sur le futur de l'Europe, en réalité, ça soit qu'une opération de communication, une forme de citizen washing. En tout cas, c'est pas de nature à permettre de construire une forme de réadhésion entre les citoyens et la construction européenne. Et donc nous avons décidé de ne pas voter cette résolution. Alors c'est la fin d'une semaine très intense ici à Strasbourg au Parlement européen, où on a tenté de porter dans l'hémicycle les combats que nous portons en France, sur les retraites, sur les violences, contre les violences policières, porter aussi notre combat de l'écologie, et puis avec un point d'intérêt particulier cette semaine sur les questions démocratiques avec la conférence sur le futur de l'Europe, comme la question des Catalans. Bref, des nombreux combats que l'on va poursuivre dans les prochaines semaines et prochains mois.